Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Voilà, c'est fait. Après une longue attente, les Américains ont retrouvé leur capacité à effectuer des vols habités indépendants. Samedi, dans un événement très médiatisé, les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley ont décollé à bord du vaisseau Crew Dragon de SpaceX. Il s'est amarré dimanche à la Station Spatiale Internationale de manière entièrement automatique. Un ajout bienvenu par rapport à la version cargo du vaisseau, qui a besoin d'être amarré à l'aide du bras télécommandé de l'ISS. Les deux passagers ont tout de même procédé à quelques tests de commande manuelle du Crew Dragon. Une première fois juste après le décollage et une seconde fois juste avant l'amarrage. L'occasion de constater qu'il est bien possible de contrôler le vaisseau avec des écrans tactiles et en portant les gants des combinaisons. Le vol semble s'être déroulé de manière nominale. Aucun incident n'est à signaler et le premier étage de la Falcon 9 qui a servi à lancer le vaisseau a même pu être récupéré en mer. Peu après son décollage, ce premier Crew Dragon a été baptisé Endeavour, un nom chargé d'histoire spatiale et personnelle. En effet, Bob Behnken et Doug Hurley avaient tous deux effectué leur premier vol orbital sur la navette du même nom. Les deux astronautes ont pu expérimenter un peu de sommeil à bord du nouveau vaisseau pendant les 19 heures qu'ont duré leur transit. Une expérience qu'ils semblent avoir appréciée. Le vaisseau va maintenant rester amarré à la Station Spatiale Internationale pendant au moins 30 jours, avant d'effectuer son retour sur Terre. Ce sera là encore un moment crucial. SpaceX a démontré sa capacité à envoyer des hommes dans l'espace. Il faut maintenant prouver que l'entreprise peut les ramener en vie. Cela passera par une manœuvre de désorbitation parfaite, un bouclier thermique solide et surtout des parachutes qui ne font pas d'histoire. On sait que SpaceX a eu quelques démêlés avec eux lors des tests préliminaires de la capsule. Il va donc encore falloir attendre un petit peu avant de déclarer que le vaisseau est pleinement opérationnel. Ce vol marque en tout cas un certain nombre de nouveaux développements dans l'histoire de l'exploration spatiale. SpaceX devient notamment la première entreprise à avoir développé un vaisseau privé capable d'emmener des hommes en orbite. Une capacité qui élude toujours les agences spatiales européennes, japonaises ou indiennes. Or, on sait que l'entreprise d'Elon Musk souhaite pousser ses initiatives beaucoup plus loin dans ce domaine, notamment par le biais du Starship, un projet de lanceur entièrement réutilisable, doublé d'un vaisseau aux capacités interplanétaires. Pour le moment, il est encore en phase de concept et de tests très préliminaires, et ces derniers ne se passent pas toujours bien. Le prototype SN4, qui semblait pourtant avoir survécu plus longtemps que ses grands frères, a fini par rejoindre lui aussi le cimetière des Starships. Après avoir réalisé de nombreuses mises sous pression de ses réservoirs et quelques tirs statiques, il a explosé dans une gerbe de flammes vendredi dernier. L'explosion a eu lieu seulement 2 minutes après la réalisation d'un nouveau tir statique, ce qui signifie donc qu'un moteur Raptor a été détruit. Le site de test semble lui aussi avoir été endommagé et il va donc falloir le remettre en état avant de continuer les essais avec le prototype suivant. Ce dernier se nomme SN5 et est déjà en construction. Reste à savoir s'il arrivera à décoller ou s'il sera lui aussi détruit avant de quitter le sol. Quoi qu'il en soit, les exploits de SpaceX font rêver bien du monde, et d'autres entreprises aimeraient elles aussi se retrouver sous le feu des projecteurs. Suite au lancement de Crew Dragon, Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace, a par exemple évoqué sur Twitter les vols habités à bord d'Ariane 6. Malheureusement, c'est une idée qui est au point mort. Les Européens ne disposent pour le moment d'aucun début de programme qui pourrait déboucher sur des vols habités autonomes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien du côté des véhicules spatiaux européens. La semaine dernière, dans le centre d'essai de Lampoldolsen en Allemagne, une chambre de poussée entièrement imprimée en 3D a été mise à feu pendant 30 secondes, dans le cadre du programme ETID. Ce projet vise à démontrer l'utilisation de nouvelles technologies pour augmenter les performances et réduire le coût des futurs étages supérieurs européens. La fabrication additive des pièces de moteur est maintenant courante dans les projets de nouveaux lanceurs. Utilisée dans un premier temps pour réaliser des prototypes rapides, elle a vite trouvé sa place dans la fabrication de pièces finies.
Ce procédé permet de réduire la complexité des chaînes de production et d'assemblage. Le prototype testé en Allemagne la semaine dernière n'est par exemple constitué que de 3 pièces, là où les moteurs à propulsion liquide sont habituellement réputés pour leur complexité extrême. Les leçons tirées d'ETID permettront peut-être de mettre au point un nouveau second étage pour Ariane 6 ou sa descendance. Et qui sait, peut-être qu'un tel moteur pourrait un jour finaliser la mise en orbite d'un vaisseau habité européen. Chez Rocket Lab aussi, on fait preuve d'ambition de plus en plus forte. L'entreprise devrait reprendre les vols de son micro-lanceur Electron dans le mois. Malgré l'échec de la tentative de Virgin Orbit, la concurrence commence à pointer le bout de son nez, ce qui ne semble pas inquiéter outre mesure l'entreprise de Peter Beck. Avec 10 vols à son compteur, Rocket Lab commence à regarder au-delà de l'orbite terrestre. L'année dernière, l'entreprise avait présenté Photon, un petit véhicule capable de délivrer des charges utiles en orbite géostationnaire, voire jusqu'à la Lune. Depuis, Rocket Lab a remporté un contrat de la NASA pour la mission Capstone, un satellite de 25 kg qui doit aller tester l'orbite qui servira à la LOPG. Le lancement devrait avoir lieu en février de l'année prochaine. Capstone voyagera grâce à Photon, démontrant ainsi les capacités de Rocket Lab à réaliser des missions au-delà de l'orbite terrestre. Mais l'entreprise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Photon devrait être capable de voyager encore plus loin. Le mois dernier, Peter Beck a révélé que son entreprise prépare une mission vers Vénus pour 2023. On n'a guère plus d'informations à ce sujet pour le moment. Il pourrait s'agir d'une mission de la NASA encore non communiquée ou d'un projet privé. Cette initiative prendra certainement la forme d'un microsatellite. On ne connaît pas précisément les capacités interplanétaires de l'architecture Electron plus Photon, mais elle ne doit pas excéder quelques dizaines de kilos de charge utile dans ce scénario. On sait qu'agences spatiales et acteurs privés s'intéressent de plus en plus au format CubeSat pour des missions interplanétaires. 2 d'entre eux ont déjà volé vers Mars dans le sillage de la mission InSight. La démarche de Rocket Lab n'est donc pas dénuée de sens. Peut-être qu'au cours de la décennie, on verra Electron et son petit étage Photon lancer une multitude de missions vers la Lune, Vénus et Mars. Pour finir ce DNDE, on va revenir du côté de l'ESA et de la sonde Solar Orbiter. Cet observatoire solaire a été lancé le 10 février dernier pour une longue mission qui va l'amener à circuler tout près du Soleil. La sonde va encore avoir besoin de quelques manœuvres d'assistance gravitationnelle et de quelques années avant d'entrer sur son orbite de travail. Mais sur la route, elle s'est déjà trouvé un premier objectif intéressant. Pour sa toute première mission, la toute jeune agence spatiale européenne avait visé la comète de Halley avec la sonde Giotto. Le 14 mars 1986, la sonde était passée dans la queue de sa cible, survolant le noyau cométaire à seulement 600 km d'altitude. Un épisode mouvementé qui avait fait partir Giotto en toupie suite à un violent impact avec la matière expulsée par la comète. On a réalisé un dossier de l'espace sur cette aventure rocambolesque. Je vous mets un lien dans la description. Cette petite parenthèse nous ramène à 2020 et à Solar Orbiter. Le nouvel observatoire solaire de l'ESA est lui aussi en train de traverser la queue d'une comète. Il est entré dans la queue ionisée le 31 mai et devrait traverser la queue de poussière le 6 juin. Un événement qui n'était pas prévu dans le plan initial. Solar Orbiter devait mener une série de tests pour être opérationnel à la mi-juin, en vue de son premier périhélie auprès du Soleil. Suite à l'alerte lancée par un astronome britannique, l'ESA a accéléré cette procédure, afin que 4 instruments de Solar Orbiter soient déjà opérationnels au moment de traverser la queue de la comète. Et on ne parle pas de n'importe quelle comète. Solar Orbiter est en train de passer à 44 millions de kilomètres d'Atlas. Une comète découverte fin 2019 et qui a été médiatisée ces dernières semaines, car on pensait qu'elle pourrait devenir visible à l'œil nu. Ce ne sera finalement pas le cas, mais on a de quoi se consoler. La distance de survol est certes très importante, mais les instruments de Solar Orbiter pourraient tout de même être capables de détecter la signature de la comète. Le magnétomètre embarqué devrait percevoir des variations de champ magnétique dues à la queue ionisée d'Atlas, tandis que l'analyseur de vent solaire pourrait capturer des particules issues de la queue de poussière.
À la manière de Giotto, Solar Orbiter sera peut-être percuté à grande vitesse par ces poussières. Les risques que la sonde soit endommagée sont très faibles. Si on a un peu de chance, certaines de ces poussières seront vaporisées par l'impact et pourront être analysées par l'expérience radio et plasma embarquée. Solar Orbiter a donc l'opportunité de démarrer sa mission scientifique en avance, sur un objectif complètement différent de ce pourquoi elle a été conçue. La recherche de cibles d'opportunités est une pratique relativement courante dans les missions interplanétaires. Après avoir complété sa mission principale, Hayabusa 2 pourrait par exemple survoler un nouvel astéroïde géocroiseur, si l'opportunité se présente. Même chose pour New Horizons, qui espère croiser la route d'un nouvel objet dans la ceinture de Kuiper. Et nous voici déjà arrivés au bout de cet épisode de DNDE. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. On répondra à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18h. Vous pouvez par ailleurs consulter la description de la vidéo pour retrouver nos sources, des liens pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou pour écouter nos podcasts exclusifs. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi à 18h pour un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.